Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et enfin les huitièmes de finale de l'Euro qui viennent de débuter. On a eu 2 jours sans compétition, évidemment on s'était quelque peu ennuyé. J'ai été ravi de voir que la compétition avait repris ses droits avec ces 2 matchs de grande qualité et sûrement les 2 plus beaux huitièmes de finale. Dès le début, on n'a pas eu droit à une mise en bouche. C'est vrai qu'on a quand même eu 2 matchs de grande qualité dès le début, en tout cas sur le papier, des affiches plutôt équilibrées quand on voit que sur les prochains jours on aura des matchs comme Portugal-Slovénie ou encore Angleterre-Slovaquie qui sont évidemment sur le papier. Et je dis bien sur le papier parce qu'il y a une réalité du terrain, mais il y a aussi une réalité du papier. Je pense que la réalité du terrain est bien plus importante, mais il est vrai que on a eu les 2 affiches les plus équilibrées sur le papier en tout cas. Ce Suisse-Italie où pour moi c'était vraiment du 50-50 sur le papier là aussi, et ce Allemagne-Danemark où là aussi c'était plutôt serré. On va commencer par évoquer ce Suisse-Italie qui a eu lieu à 18 h et on va pas se mentir, ça n'était pas un match extraordinaire et il était sur la continuité, en tout cas en termes de rythme, en termes d'intensité. Il était sur la continuité de ce qu'on avait pu voir sur la deuxième et sur la troisième journée. Peut-être que je suis un peu dur parce que les Suisses ont quand même su emballer ce match, mais j'ai été déçu par la performance dans le rythme et dans l'intensité de l'Italie. Et quand on regarde les compos d'équipe, la compo d'équipe de Spalletti, on voit que l'ancien coach du Napoli a essayé de chercher des solutions. Calafiori, le défenseur de Bologne, et Di Marco, le piston de l'Inter Milan, étant tous les deux forfaits, il a dû improviser avec un Darmian arrière-gauche, avec un Mancini qui est évidemment moins performant que l'a pu l'être Calafiori sur le début du tournoi. Donc il est vrai que ses absences en défense centrale ont été très préjudiciables et ça a obligé le coach italien Spalletti à revoir ses plans. Et ça évidemment, ça a quelque peu déséquilibré la défense italienne. On se rappelle que Calafiori avait été évidemment décisif face à la Croatie sur le dernier match de poule des Italiens. Donc forcément, c'était vraiment compliqué aujourd'hui défensivement pour les Italiens. Et donc, comme je l'ai dit, Spalletti a dû improviser. Évidemment, ça a déséquilibré, comme je l'ai dit, cette défense-là. Il a aussi essayé d'innover offensivement avec El Shaarawy, qu'il a sorti de son chapeau. C'est vrai que je me suis revu quand j'ai commencé à suivre le foot quand j'étais petit avec El Shaarawy. Évidemment, ce duo italien, El Shaarawy et Balotelli devant. On s'en rappelle tous courant des années 2012-2013 où El Shaarawy cartonnait du côté de l'AC Milan et qu'il était l'une des sensations de la Serie A, vraiment l'un des joueurs les plus stylés de l'époque. Vraiment, c'est un joueur qui m'avait donné envie de jouer au football, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression de revoir un peu mes années quand j'étais petit avec El Shaarawy titulaire, mais j'ai eu l'impression que Spalletti voulait vraiment innover sur ce huitième de finale et qu'il cherchait peut-être de la percussion, qu'il cherchait peut-être des joueurs de transition, parce qu'il est vrai que sur ce match de l'Italie, on s'est globalement ennuyé sur le rythme et sur l'intensité proposée par les hommes de Spalletti. Et si Donnarumma n'est pas énorme sur la première mi-temps, je pense clairement que ça peut faire 3 ou 4-0 pour les Suisses sur la première période, parce que les Suisses sont vraiment ultra dominateurs. J'aime beaucoup cette équipe suisse parce que le duo en double pivot du milieu de terrain, du milieu de terrain, Xhaka Freuler met énormément d'intensité et on a vu des joueurs comme Cristante, comme Fagioli qui a été titularisé aujourd'hui mais qui n'a pas été au niveau. On les a vus complètement à la ramasse dans l'intensité et dans le rythme. Et évidemment que un milieu de terrain Fagioli, Cristante face à l'intensité que peuvent mettre Xhaka et Freuler, c'est évidemment très préjudiciable et ça ne te permet pas de voir plus loin dans la compétition parce que techniquement c'est beaucoup trop limité, mais aussi dans le rythme. Cristante il joue vraiment dans un fauteuil et ça forcément ça n'est pas possible face à Xhaka qui évolue sous les ordres de Xabi Alonso du côté de Leverkusen, ou face évidemment à Freuler qui évolue sous les ordres de Thiago Motta qui a été évidemment sous les ordres de Gasperini aussi. Donc des mecs qui savent mettre de l'intensité dans le milieu de terrain. On a eu cette défense à 3 Suisses encore une fois très solide, qui parvient à garder le ballon, qui parvient à essayer de temporiser, qui parvient à essayer de lancer les actions suisses. Et puis on a énormément de joueurs devant qui sont là pour combiner, que ce soit Mbolo qui a été moins bon que sur les matchs précédents, que ce soit Vargas, que ce soit Ebischer, le joueur de Bologne là aussi, que ce soit Endoy qui joue également à Bologne. Donc on a des joueurs qui sont biberonnés à ce football très Thiago Motta, très Gasperini, donc ce football avec beaucoup d'intensité, avec aussi de la qualité dans les petits espaces. Et c'est en ce sens-là que cette équipe suisse m'impressionne beaucoup, c'est cette capacité à jouer dans les petits espaces, à jouer dans les triangles, etc. Et aujourd'hui, une équipe italienne qui n'était absolument pas présente dans le rythme. Sur la première mi-temps, c'est zéro frappe, donc forcément zéro frappe cadrée. Donc c'est vrai qu'on a eu une équipe italienne qui manquait quelque peu d'ambition. Chiesa n'était pas au niveau. Chiesa, c'était peut-être le seul qui pouvait constituer l'étincelle de cette sélection italienne bien amorphe. Et bien au final, on n'a pas vu un grand Chiesa non plus. Donc globalement, triste sélection italienne parce qu'elle est en manque de créativité, elle est en manque de rythme, elle est en manque d'intensité. Et le fait de titulariser un joueur comme El Shaarawy, qui est évidemment de prime abord vu comme un joueur virevoltant, comme un joueur qui peut percuter, le prouve clairement. Mais El Shaarawy n'a plus 20 ans. Aujourd'hui, El Shaarawy, ça n'est plus le joueur qu'il pouvait être dans le passé. Et si tu comptes sur lui
pour te mettre de l'intensité, forcément tu vas être déçu. Donc cette équipe suisse, évidemment aujourd'hui largement au-dessus, et ça se voit sur le but de Freuler, le but de la Suisse, le premier, c'est en fait le milieu de terrain italien qui ne suit pas Freuler, qui le laisse clairement s'insérer dans la surface de réparation et qui le laisse clairement marquer ce premier but. Mais globalement, on a eu une équipe italienne qui était en manque de rythme, qui n'était pas présente dans les courses, et ça s'est parfaitement vu sur le fait de lâcher Freuler comme ça, le laisser rentrer dans la surface. Et puis si les Italiens comptaient sur la deuxième mi-temps pour se relancer, eh bien le but de Vargas qui est intervenu dès le coup de sifflet initial de la deuxième mi-temps les a complètement refroidis, parce que ce merveilleux but scelle totalement la victoire helvétique, parce qu'à partir de ce moment-là, les Italiens ont eu du mal à se relever mentalement. Des mecs comme Scamacca ont aussi été absents, on n'a pas réussi à l'alerter, on n'a pas réussi à le solliciter, notamment en pivot, là où il peut être dangereux parce qu'il a été très bien contenu par cette défense à 3. Donc cette équipe suisse peut aller très loin dans cette compétition. Ils sont dans le tableau le plus faible, ils prendront soit l'Angleterre, soit la Slovaquie au prochain tour. Si ça va en demi-finale, ils prendront soit l'Autriche, soit la Turquie, soit les Pays-Bas, soit la Roumanie. Donc je pense que les Suisses peuvent commencer à rêver. On l'avait vu en 2021 et c'était arrêté en quart de finale. Ça a été malheureux sur les tirs au but face à l'Espagne, mais ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc attention quand même à cette équipe suisse qui, dans ce tableau très dégagé, pourrait aller loin, parce que Murat Yakin, le sélectionneur suisse, nous propose vraiment du jeu de grande qualité. Et c'est rare dans le football de sélection d'avoir une équipe qui joue presque comme un club, c'est-à-dire en termes d'intensité, en termes de rythme, en termes de rigueur. On a vraiment une équipe de grande qualité dans l'intensité, et forcément ça contrastait avec la lenteur chronique des Italiens, et ça n'est que la condamnation de leur mauvaise phase de groupe. Tu ne peux pas te permettre de jouer aussi mal et espérer aller plus loin dans ce foot moderne. On va maintenant évoquer le Allemagne-Danemark qui vient de se clôturer. Et là, Allemagne-Danemark, on a eu un match avec pas mal d'intensité. On a quand même eu un match avec beaucoup plus de rythme. Et ça a été forcément marqué par cette interruption de match due à la grêle, à l'orage qui a secoué le Westfalenstadion de Dortmund. Donc il y a eu cette interruption de 20-25 minutes qui a un peu stoppé le rythme de ce match-là. Mais évidemment, c'était excitant à suivre parce que c'est les aléas du direct, parce que ça te forge quand même des souvenirs de compétition. Voilà, ce fameux match Allemagne-Danemark, on pourra dire dans 5-10 ans, ce fameux match Allemagne-Danemark où ça s'était interrompu à cause de l'orage. Mais si on devait parler globalement du match, je pense qu'on a assisté à un match de belle qualité. Ça n'était pas un match au rythme exceptionnel, mais c'était un match très agréable à suivre. L'ambiance du Westfalenstadion y est pour beaucoup aussi, et un Nagelsmann qui a fait des choix forts en enlevant Florian Wirtz qui était quelque peu fatigué sur les derniers matchs, on l'avait senti, pour titulariser Leroy Sané. Alors Leroy Sané n'avait pas fait des entrées extraordinaires sur les premiers matchs, mais je pense que le fait de le conduire, de le reconduire en tout cas dans le 11 titulaire allemand, ça lui a permis peut-être de débloquer un peu cette confiance. Il est vrai peut-être que l'ailier du Bayern Munich était quelque peu en manque de confiance sur les dernières semaines en tout cas, et il est vrai qu'il a été plutôt bon. Moi je le trouvais plutôt actif sur son côté, sans être extraordinaire, mais je l'ai trouvé actif et je l'ai trouvé bon dans l'état d'esprit. Leroy Sané, moi j'ai énormément d'affection pour ce joueur qui est l'un de mes joueurs préférés, et franchement ça me frustre un peu de voir que Leroy Sané des fois manque un peu dans l'état d'esprit, peut-être que des fois il n'est pas assez juste, peut-être que des fois il manque un peu d'intelligence de jeu. Et bien aujourd'hui j'ai trouvé qu'il s'est parfaitement fondu dans le collectif, et le choix de Nagelsmann a été parfaitement payant, puisque Wirtz et Füllkrug par exemple, Füllkrug aussi qui a été mis sur le banc de touche, et il est vrai quand on voit l'entrée qu'il a faite contre la Suisse, quand on voit à quel point il est décisif depuis qu'il a intégré la sélection allemande, quand on voit sa saison du côté du Borussia Dortmund, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il ne joue pas. Et aujourd'hui dans le défi physique imposé par les Andersen, par les Christensen, j'aurais aimé voir Niklas Füllkrug dans le 11 titulaire dès le début, mais au final lorsqu'il est rentré, il s'est mis au diapason du collectif. J'aurais aimé voir Füllkrug titulaire, je pense qu'il méritait de jouer. Maintenant en sortie de banc, même si son entrée a été moins bonne que les précédentes, aujourd'hui, eh bien, en sortie de banc, c'est toujours quelqu'un qui est présent dans l'état d'esprit. Kai Havertz a été bon dans le jeu, d'ailleurs, son super contrôle là, sur une occasion là, qui finit par se clôturer sur un hors-jeu, mais son contrôle est merveilleux. Il m'a fait penser au contrôle de Benzema contre la Suisse. Donc c'est un joueur Havertz qui techniquement est très bon. Aujourd'hui, il l'a parfaitement montré dans les combinaisons, mais dans le défi physique imposé par les Danois, j'aurais quand même aimé voir Niklas Füllkrug dès le début. Que dire du match de Jamal Musiala? Évidemment, ce mec est un crack absolu et j'ai hâte de voir son évolution, mais pour moi c'est incontestablement le meilleur joueur de l'Euro depuis le début de la compétition. Son but est merveilleux parce qu'il est incroyable de sang-froid, il est incroyable de finesse technique, donc là aussi c'est très intéressant. Et puis des changements de qualité du côté de Nagelsmann, je trouve qu'il a eu la tête très froide sur les changements, il a fait rentrer les mecs au bon moment. J'ai trouvé aussi sur la fin, il a aussi donné du temps de jeu à des mecs qui n'étaient pas trop rentrés, qui n'avaient pas trop joué depuis le début de la compétition. Il a pu faire souffler des mecs comme Raum, il a pu faire souffler aussi des joueurs comme Leroy Sané,
il a pu faire souffler Jamal Musiala. Donc ça aussi, la rotation, c'est très importante. Quand tu scelles ta qualification aussitôt, eh bien, ça te permet de faire entrer des mecs comme Anton, des mecs comme Henrich, qui n'ont pas beaucoup joué, et ça permet de mobiliser tout le groupe. J'ai pas été déçu par le Danemark, parce qu'en fait, l'Allemagne gagne 2-0, mais ce match-là se joue sur un détail. Ce but hors jeu de Andersen, où ça se joue à rien du tout, quoi. Ça se joue peut-être à une pointure de pied. C'est Delaney, l'ancien du Borussia Dortmund, qui est hors jeu, mais ça se joue à 3 cm, quoi. Et si le Danemark marque à ce moment-là, eh bien, tu te dis, le match peut clairement s'emballer, et peut-être que le Danemark peut se qualifier, parce que je n'ai pas trouvé le Danemark mauvais. Le Danemark a vraiment fait un bon match. J'ai beaucoup aimé Højlund en pivot. On attend toujours ce match référence de Højlund sous le maillot danois, et même en général en club. Il n'est toujours pas arrivé, mais je trouve que c'est prometteur, parce qu'aujourd'hui en pivot, je trouve qu'il a quand même fait du mal à Rudiger, et faire du mal à Rudiger, il faut le faire. Donc j'aime bien le fait que le Danemark incorpore ce numéro 9 en la personne de Højlund, même si pour le moment la chance ne lui a pas encore souri. Mais je pense que sur les prochaines compétitions internationales, Hjulmand tient peut-être un truc avec Højlund, notamment en 9, en pivot. Le Danemark a enfin un numéro 9, et ça évidemment c'est intéressant, parce que le Danemark c'est souvent une équipe qui joue, c'est souvent une équipe qui a de très bons milieux de terrain, mais ce 9 pivot physique, ils l'ont jamais eu vraiment dans leur histoire. Le Danemark forme souvent des joueurs très techniques, contrairement à la Norvège qui forme davantage de profils physiques. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette équipe danoise aujourd'hui. Elle a peut-être manqué un peu d'ambition dans le jeu. Il est vrai que sur les 15-20 premières minutes, l'Allemagne était largement au-dessus dans la maîtrise, notamment dans les duels aériens. Tous les joueurs danois font 1,90 m en défense, et pourtant ils étaient battus dans les duels par Schlotterbeck. Donc c'est vrai que sur le début du match, j'ai trouvé que le Danemark était arrivé dans une position assez victimaire. J'ai trouvé que le Danemark était plutôt bas, qu'il ne voulait pas vraiment proposer du jeu. Et au final, ils se sont un peu décomplexés au fur et à mesure du match. Ils ont eu des situations. Il y a ce but en jeu de Delaney qui pour moi, enfin de Andersen sur la situation de Delaney qui pour moi est vraiment contestable, parce qu'il te change complètement la phase du match, et ça abat clairement les Danois mentalement, parce qu'en 2 minutes il y a ce but refusé à Andersen, et puis derrière il y a la main de ce même Andersen, l'ancien lyonnais, évidemment. Donc il peut y avoir une pointe de regret pour les Danois qui ont peut-être un peu manqué d'ambition, et qui surtout peuvent se sentir lésés par ce but où je pense qu'il n'y a pas vraiment hors-jeu. Donc c'est vrai que l'Allemagne se qualifie, Nagelsmann a pu faire souffler certains cadres, Nagelsmann a fait des choix forts en incorporant Sané à la place de Florian Wirtz par exemple. Donc globalement cette équipe allemande, sans être extraordinaire, est déjà en quart de finale de son propre Euro, et ça évidemment ça reste à voir par rapport au prochain match qu'on aura, peut-être l'Espagne en quart de finale. En tout cas c'est très intéressant ce qu'on a vu aujourd'hui. Je trouve que sur le Suisse-Italie on n'a pas eu un grand match de football, mais ça a été sublimé par la très belle performance des Suisses. Et puis sur le Allemagne-Danemark, je trouve qu'on a eu un match avec des temps forts, des temps faibles, même si globalement sur l'ensemble du match j'ai trouvé l'Allemagne au-dessus, mais le Danemark peut se sentir quelque peu lésé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci à tous.